Voilà un peu. Pas touché. Si vous en avez convenance, nous allons passer la parole au spécialiste de la fenêtre 2 pour qu'il vous entretienne quelques minutes. Je vous remercie et à tout à l'heure. Bon après-midi à vous tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous avoir aussi nombreux sur cette plateforme relativement à cette réunion que nous avons convoquée, que le MCDC, que Madame la coordinatrice générale a bien voulu que nous convoquions pour apporter le maximum d'informations utiles et suffisantes pour la conduite de nos activités futures. Nous avons eu un temps d'hibernation qui a pu s'expliquer par un certain nombre de mécanismes que nous avons vus assez valides et pratiques pour amener nos acteurs que vous êtes vers un horizon qui peut nous conduire à plus de résultats. Alors, nous avons donc achevé avec nos experts de Washington, comme l'a dit tout à l'heure le manager du pool, une revue à mi-parcours qui nous a permis de revisiter nos mécanismes, de revisiter nos procédures. Et à l'issue de cette revue à mi-parcours, nous avons ensemble essayé de voir un peu quels peuvent être les ajustements que nous serions obligés de faire pour l'amélioration de notre cadre de travail et même de nos pratiques. C'est donc de cela qu'il est question parce que nous allons vous livrer dans les prochaines minutes les nouveaux ajustements qui ont été opérés au niveau de la fenêtre 2 et 3. C'est donc l'essentiel de notre exposé de cet après-midi. Alors, nous allons aller plus rapidement droit au but. Concernant les nouveaux ajustements des fenêtres 2 et 3, nous avons identifié quelques points importants sur lesquels la mission a bien voulu que nous nous apaisantions, notamment les insuffisances qui ont été relevées pendant les missions de due diligence dans les régions. La due diligence effectuée pour le compte des fenêtres 2 et 3 ne nous ont pas offert les garanties nécessaires pour un déroulement efficace des formations. Alors, ça, c'est des constats qui ont été relevés. Nous avons également constaté avec l'appui de nos acteurs de Washington que certains prestataires sélectionnés par la plateforme sur la base des rapports de due diligence sont des individus et d'autres, bien qu'étant des structures de formation établies, ne possèdent pas d'agrément de formation. Vous savez que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est l'institution au Cameroun qui accompagne les formations à travers les agréments de formation, qui autorise la mise en œuvre des formations au Cameroun. Donc, nous avons donc constaté, comme je l'ai dit précédemment, que certaines des structures de formation établies ne possèdent pas d'agrément dans les domaines de formation sollicités par les bénéficiaires des fenêtres 2. Alors, nous avons également identifié quelques soupçons de conflits d'intérêts qui ont été relevés sur la base des requêtes et plaintes déjà enregistrées au niveau de la Banque mondiale, au niveau du MINEFOP et du projet. Et cela a même pu avoir un risque réputationnel non négligeable avec la Banque mondiale. Alors, tout ceci a donc orienté nos nouvelles dispositions sur euh, quelques étapes qui ont été quelques étapes additionnelles, notamment la contractualisation d'un cabinet pour l'accompagnement des établissements montages de leurs projets. Alors ça, c'est des nouvelles dispositions qui ont été prises. Nous avons également, avec la Banque mondiale, trouvé le moyen de proposer ou alors de valider la contractation des experts pour la revue des coûts de réhabilitation et des équipements. Bon, il y a eu également la réorganisation des sessions pour la revue des projets. Ça, c'est au niveau des ajustements qui ont été opérés. Et nous avons également pensé que dans les conventions de fenêtre 2, la disposition relative à la contrepartie du bénéficiaire en numéraire à hauteur de 30% sera incluse en application des dispositions du PAT, référence à la page 137. Concernant les mises à jour, nous avons également pensé que le plan de décaissement des frais de formation au profit des bénéficiaires prévoit le premier décaissement de 30% du montant total de la formation, soit 15% du projet et 15% du bénéficiaire après dépôt du rapport de démarrage. Le second décaissement de 40%
supporté exclusivement par le projet, surviendra après la mise en œuvre de 50% du programme de formation. Dépôt par le bénéficiaire du rapport provisoire et évaluation satisfaisante du cabinet et des bénéficiaires. Nous sommes ici au niveau des réajustements qui ont été opérés. Alors, le dernier décaissement de 30%, soit 15% du bénéficiaire et 15% du projet, sera effectué après mise en œuvre totale du programme de formation et évaluation satisfaisante du cabinet, du pool et des bénéficiaires. Enfin, le prestataire sera payé. Le prestataire, lui, sera payé au prorata du nombre de personnes formées. Donc, voilà un peu quelques mises à jour qui ont été faites. Et nous allons donc vous donner en quelques points les prochaines étapes concernant les fenêtres 2 et 3. Alors, nous avons pensé que la première étape va être la contractualisation du cabinet pour la due diligence des prestataires de formation. Et cette étape-là, nous l'avons prévue à une échéance du 15 novembre 2024, donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nous avons également pensé à la relance des bénéficiaires dont les prestataires auront été recalés par la due diligence. Nous sommes sur une échéance du 22 novembre 2024. Une session spéciale de la plateforme pour la réaffectation des prestataires pour l'échéance du 25 novembre 2024. Une réunion avec les bénéficiaires des formations et des prestataires en vue de la signature des conventions au plus tard le 2 décembre 2024. Une mission de signature des conventions tripartites pour le 9 décembre 2024. La contractualisation du cabinet pour le suivi pédagogique des formés, des formations réformées pour le 15 décembre 2024 et l'organisation d'une mission de benchmarking qui va permettre, va faciliter une meilleure compréhension de nos pratiques au sein du PADES. Alors, voilà ainsi dit quelques réajustements, quelques planifications qui vont s'opérer par la suite concernant la mise en œuvre des fenêtres 2 et 3. Alors, nous pensons que dans les prochaines interventions, nous allons pouvoir recueillir vos avis et même partager avec vous, si nécessité, les différences ou alors des incompréhensions que vous aurez pu soulever suite à notre exposé. Je vous remercie et nous attendons impatiemment vos questions au sujet de tout ce qui a été dit. Merci. Allô? Vous venez de suivre, vous venez de suivre le spécial de la fenêtre 2. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une mission de revue à mi-parcours, à l'issue de laquelle il y a eu un certain nombre de réajustements qui ont été apportés à nos méthodes euh, de travail et les exigences de qualité attendues. On espère que la mise en œuvre de ces recommandations vont améliorer l'image du PADES, sans ignorer qu'il y a eu des remous. Et ces remous ne sont pas passés inaperçus. Ils ont été bien captés et c'est en vue d'apporter des solutions à ces problèmes. Vous savez, c'est pour la première fois que le Cameroun expérimente ce genre de fonds. Et il était inévitable qu'il y ait, comme c'est inhérent à tout projet nouveau, n'est-ce pas, qu'il y ait ces écarts. Mais heureusement, ces écarts n'étaient pas de nature à compromettre la poursuite du projet, parce que si ça avait été le cas, la Banque mondiale aurait simplement fermé le PADES. Bon, heureusement, ils ont fait un audit de ce qui s'est passé, ils ont suivi, ils ont lu les requêtes qui ont été adressées, les plaintes, ils ont mené des enquêtes sur le terrain. En fin de compte, ils ont conclu que c'est inhérent à tout processus qui est en phase de lancement et que dans beaucoup de pays, on observe ce genre de difficultés. Raison pour laquelle, pour qu'on puisse avancer avec un, un maximum de crédit sur le processus et sur les activités du PADES et de la Banque mondiale, on a décidé de recadrer un certain nombre de choses, ce que le spécial à fenêtre 2 vient de vous dire. Je vais
passer la parole à M. Ngonga Gaius pour des éléments complémentaires, le cas échéant. Et c'est à l'issue de son intervention que nous pourrons passer aux séances de questions-réponses. Gaius, over to you. Merci, manager. Je pense que le spécialiste de la fenêtre 2 et vous avez brossé avez vraiment planté le décor. Donc, à mon niveau, il n'y a rien à ajouter. OK, j'aimerais quand même préciser que le spécialiste de la fenêtre 2 a parlé tout à l'heure de 30%. Ces 30% en numéraire qui seront répartis en 15-15 concernent uniquement la fenêtre 2, les bénéficiaires de la fenêtre 2. Eux tous savent que leur contribution devait être de 30%. Maintenant, on a décidé que cette contribution, conformément aux dispositions du manuel des procédures et du document contractuel que le gouvernement a signé avec la Banque mondiale, cette contribution doit être en numéraire. Normalement, elle devrait être débloquée dès le début. Mais en raison des difficultés économiques auxquelles la plupart des PME et PMI font face, il a été unanimement décidé de répartir cette contribution-là en deux tranches, 15% de numéraire, en numéraire au début et à la fin 15%. Pour 15%, les 15 autres pourcents. Le projet, quant à lui, prendra, on vous l'a dit tout à l'heure, 30, 40, 30, 30, 40, 30. Donc voilà comment le projet va débloquer sa contrepartie pour ce qui concerne la fenêtre 2. Pour ce qui concerne la fenêtre 3, on a laissé la latitude aux bénéficiaires de donner leur contribution en nature. C'est-à-dire qu'ils doivent, suivant le plan, suivant la structure budgétaire qu'ils ont transmise, dit en quoi consistera leur 10% de contribution, de fonds de contrepartie, de contribution, quitte au projet d'aller évaluer ce qu'ils ont proposé comme contribution pour s'assurer que cette contribution correspond effectivement à au moins 10%, 10% du frais total de formation. Donc, voilà ce qui a été décidé. On vous a décliné tout à l'heure le calendrier pour la suite des activités. Et vous avez dû constater que ce calendrier est très, très serré, parce que nous aimerions aller vite. Donc, il a dit qu'on doit recruter un cabinet pour faire la due diligence des prestataires de formation. Nous avons plus de 240 prestataires de formation qui ont été proposés initialement, par les bénéficiaires. Nous avons envoyé sur le terrain les points focaux régionaux, c'est-à-dire les personnels des délégations régionales du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour faire l'audit, si vous voulez, des capacités de ces prestataires à répondre aux besoins des bénéficiaires en termes de formation. Il est apparu lors de cette mission d'audit qu'il y a eu des insuffisances notoires. Certaines insuffisances sont dues au manque d'appropriation des méthodes de ce genre de travail par les personnels qu'on a déployés sur le terrain, raison pour laquelle le gouvernement et la Banque mondiale ont décidé de commun accord de recruter un cabinet chevronné qui a une expérience dans ce genre d'exercice, que le cabinet déploie ses experts sur le terrain pour aller refaire cette fois-là une due diligence approfondie et qui puisse répondre vraiment, qui puisse échapper à tout soupçon de collusion ou de quoi que ce soit, de mauvaises pratiques. Nous espérons avoir recruté ce cabinet-là dans les 2 à 3 semaines qui suivent. De toutes les façons, vous serez informés de la descente des consultants de ce cabinet sur le terrain et nous vous appelons à être prêts à leur montrer tout ce dont vous disposez pour conduire ces formations-là et que vous leur réserviez un accueil chaleureux et faciliter leur travail par votre présence. Nous ne vous demandons pas de les accueillir comme des princes, non, il n'en est pas question, parce qu'ils auront tous les moyens nécessaires pour faire leur travail en toute indépendance
Donc, ne pensez pas que la camerounité, la camerounisation, les camerouniséries, là, ça va encore continuer. Là. Non, non. Ils auront les moyens nécessaires pour faire leur travail. Nous implorons seulement votre présence, que vous soyez ouvert, que vous leur montrez tout ce dont ils auront besoin de voir, qu'ils auront besoin, tout ce qu'ils auront besoin de voir, que vous le leur montrez pour leur faciliter leur travail. Donc, voilà quelques précisions que je voulais apporter. Maintenant, si vous avez des préoccupations ou des incompréhensions ou des questions, l'équipe du MCDC est disposée à essayer d'apporter les éléments de réponse à ces préoccupations. Je vous remercie. Manager, Oui, oui, Gauche. c'est Gaius. Hein? Oui, peut-être avant Oui, qu'il vas-y. n'intervienne, il y avait un complément d'information. Donc, ce qu'il faut compléter comme information, c'est que le processus de sélection n'est pas repris. Donc, on n'a pas détruit tout le château. Ça veut dire que les étapes où il y a le plus eu problème et là où les requêtes et les plaintes ont été formulées de part et d'autre concernait notamment, principalement l'attribution des prestataires de formation aux bénéficiaires. Et donc, ce qu'il faut dire dans ce sens, c'est que les opérations de due diligence qui avaient permis d'évaluer vraiment les capacités des prestataires de formation proposés à dispenser ces formations-là. Donc, ce processus-là, il doit être repris, cette fois-ci par un cabinet indépendant. Donc, ça, c'est ce qui a été décidé lors des discussions pendant la mi-parcours entre la plateforme d'octroi des sélections et d'octroi des appuis financiers et la Banque mondiale, bien sûr de commun accord avec le MCDC. Il y a donc ce cabinet-là. Il va refaire ses opérations de due diligence. Et ce qu'il faut dire, c'est que le cabinet n'ira plus faire la due diligence auprès des individus, puisque les dispositions contractuelles ne permettent pas à un individu d'être prestataire de formation. C'est d'ailleurs pour cela que les prestataires qui avaient essayé de renseigner les fiches de préqualification ou bien les fiches de proposition et même de montage de dossiers de formation avaient éprouvé des difficultés pour renseigner ces formulaires-là, vu que ça ne donnait pas la possibilité à un individu de faire acte de candidature en tant que prestataire de formation. Maintenant, ces opérations seront reprises. Qu'est-ce que ça aura comme incidence? Ça veut tout simplement dire que, à l'issue de la due diligence, pendant laquelle le cabinet indépendant, ça il faut le préciser, va s'assurer de la capacité du bénéficiaire, du prestataire de formation à dispenser ces formations-là, les installations même, de l'adéquation entre les installations de ce prestataire et les formations demandées, ainsi que les effectifs à former. Donc, à l'issue de ces opérations de due diligence, il fera son rapport sur la base donc, des critères d'évaluation. Il y aura une autre session de la plateforme visant cette fois-ci à confirmer les résultats qui avaient été publiés au départ ou alors à affecter de nouveaux prestataires basés cette fois-ci sur les résultats de la due diligence. Donc, cette fois-ci, ce ne sera plus assez flexible parce que pour la suite, vraiment, ce sera le répertoire des prestataires éligibles qui sera constitué. Donc, on risque d'aller vraiment vers une situation où il y aura un répertoire de prestataires. Et si le bénéficiaire n'est pas d'accord, puisque vous aurez la prochaine étape, ce sera la signature des conventions tripartites. Et cette convention tripartite-là met aux prises le projet, le prestataire de formation et le bénéficiaire parce que le prestataire de formation peut refuser le coût
de la formation qui a été affecté. Tout comme le bénéficiaire peut refuser le prestataire qui lui a été attribué. Donc, si on est dans ce genre de cas, bien évidemment, la convention ne sera pas signée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir d'aujourd'hui, les destins sont individuels. Il n'y aura plus de promotion collective. Donc, on a demandé qu'on normalise le processus de recrutement pour lever tout soupçon de manœuvres collusoires ou d'autres types de manœuvres. Maintenant, pour ce qui est de la fenêtre 3, il y aura un comité qui sera en charge d'évaluer la contrepartie en nature, puisqu'à la fenêtre 3, les très petites entreprises et acteurs de l'économie sociale et informelle, la contrepartie en nature sera acceptée à hauteur de 10% du montant total des formations. Donc, le matching grant sera 90% supporté par le MCDC et 10% par le bénéficiaire. Donc, cette contrepartie-là peut être en nature ou en numéraire. Donc, on va évaluer cette contrepartie et on vous dira s'il y a un complément ou si la contrepartie en nature ne couvre pas, ne respecte pas le matching grant. Maintenant, à la fenêtre 2, pour les entreprises de la fenêtre 2, ce qu'il faut dire, c'est que la contrepartie sera exclusivement en numéraire, donc c'est-à-dire une contrepartie financière dont l'approche par nature n'est pas permise. Et ceci, c'est depuis les dispositions du PAD. Et comme le manager et le spécialiste de la fenêtre 2 le disaient tantôt, on va échelonner cette contrepartie-là en deux étapes pour le bénéficiaire. On le verra au moment des implications sur le plan de décaissement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Ce qu'il faut également dire, c'est que pour les bénéficiaires qui ont soumis, qui ont utilisé l'approche Umbrella, donc pour les bénéficiaires qui ont postulé à travers les fêtières, vous allez faire l'objet de relance afin de nous préciser cette fois-ci le nombre de personnes par entreprise fédérée. Donc, si on a un groupe des artisans, à l'exemple du JIPA, qui a fédéré peut-être 100 ou 50 entreprises pour une formation de 400 à 500 membres, on va relancer ces fêtières-là pour qu'ils nous fournissent la liste des entreprises fédérées parce que c'est également un indicateur de résultat du MCDC. Donc, on a le nombre d'entreprises qui ont bénéficié du grant. Et cette information-là, quand elle est captée au niveau de la fêtière, ça noie un peu l'indicateur et ça ne permet pas d'atteindre la cible, cet indicateur-là. C'est également valable pour les fêtières qu'on a à la fenêtre 2. Donc, on aura besoin du nombre de personnes par entreprise et de la liste et des contacts des entreprises fédérées dans les propositions qui ont été effectuées. Ça, ce qui sera indispensable avant la signature de la convention. On va également demander pour certaines les listes, surtout à la fenêtre 2. On aura également besoin des listes des personnes à former par entreprise et par besoin de formation. Donc, on va monter le formulaire qui sera soumis surtout aux entreprises de la fenêtre 2 pour les listes. Maintenant, je vais chuter par le plan de décaissement. Que prévoit le plan de décaissement? Le plan de décaissement prévoit une avance au prestataire de 30% du montant total de la formation. Et cette avance-là sera constituée par les 15% du projet et 15% de contrepartie du bénéficiaire. Ça, c'est à la fenêtre 2. Maintenant, cette avance-là, ce sera après réception
du rapport de démarrage. Et dans le rapport de démarrage, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura tout simplement le plan de formation et la note de cadrage du prestataire de formation. Donc, pour pouvoir élaborer ce rapport de démarrage, il faudra que l'entreprise bénéficiaire mette à disposition les listes, que le MCDC puisse faire toutes les vérifications nécessaires afin de sortir donc, de valider donc les listes définitives sur la base desquelles le prestataire formulera son offre, son plan de formation cette fois-ci. Maintenant, le prestataire pourra avoir droit à 40% après avoir réalisé 50% des formations. Et dans ce sens, il faut dire qu'il y a une firme qui sera recrutée et qui va faire euh, le suivi pédagogique des formations des formés. Parce que ce qui est important, puisque j'ai vu parmi les participants qu'il y a des prestataires de formation, ce qu'il faut dire, c'est que le bénéficiaire va évaluer le prestataire de formation. Le cabinet également va évaluer le prestataire de formation. Donc, quand le prestataire va déposer son rapport pour aspirer aux 40%, donc son rapport à mi-parcours des formations pour aspirer au paiement des 40%, on va recueillir les avis des trois sources, des deux sources, donc le bénéficiaire, le cabinet indépendant qui va accompagner, qui va suivre, qui va faire le suivi pédagogique des formés et des formations sur le terrain. Donc, dans ce rapport-là, il va annexer les livres et les outils qu'on va mettre à sa disposition pour évaluer le prestataire. Donc, il faut surtout dire que si on n'a pas la confirmation, des appréciations favorables des bénéficiaires et du cabinet, cela ne pour, le paiement ne pourra pas prospérer. Donc, on sera obligé de suspendre le paiement et de formuler les actions correctives jusqu'à ce que le prestataire mette ces actions correctives-là en œuvre pour pouvoir aspirer au paiement. Maintenant, la dernière tranche de 30%, c'est là où la sollicitation du bénéficiaire, la contrepartie du bénéficiaire interviendra encore. Donc, les 15% restants du bénéficiaire seront sollicités, ainsi que les 15% du projet. Ça, c'est quand le prestataire aura soumis son rapport définitif qui sera validé par le MCDC. Et ce qu'il faut encore préciser à ce niveau, c'est que les paiements se feront au prorata du nombre de personnes formées. Ça veut dire que si vous avez 100 personnes, si le prestataire devait former 100 personnes et les retours que nous avons font état plutôt de 60 personnes, on va tout simplement multiplier le coût unitaire des formations par les 60 personnes à former. Et c'est à ce montant-là que le prestataire aura droit. Et il faudra aussi dire que si certaines exigences, comme le respect des codes de conduite et des clauses environnementales et sociales du projet, si elles ne sont pas respectées de la part des parties, cela pourra entraîner une suspension de, une suspension de la subvention. Maintenant, pour ce qui est des modalités, le prestataire va ouvrir un compte spécifique pour recevoir les appuis du PADES. Et dans ce compte-là, le bénéficiaire va loger au départ sa contrepartie. Le bénéficiaire va loger au départ sa contrepartie de 15% et va remonter au projet la preuve du versement de ces 15%-là dans le compte du prestataire. C'est ça qui va initier la mobilisation des 15% du projet. Mais pour les 40 autres pourcents, dès qu'on aura le rapport validé, ce sera immédiatement mobilisé. Et pour les 15% de la dernière tranche, on n'aura plus besoin d'attendre la contribution du bénéficiaire. Dès que le rapport est validé, le projet mobilise le versement par ordre de virement. Donc la preuve ici, là, ce sera justement la preuve du dépôt dans le compte du bénéficiaire de l'avance du prestataire. Donc voilà pour ce qui est
des nouveaux ajustements. En m'excusant si j'ai été un peu long. Je vous remercie, manager. Oui, Gaius, merci pour ces compléments d'information. Nous allons solliciter de nos participants un échange tout à l'heure. Pour ceux qui ont des préoccupations, nous allons noter les questions auxquelles tous allons apporter des réponses. Je crois que ce soit l'exposé du SF2, que ce soit le complément d'information de M. Ngongang, RSE, ARSE, que ce soit d'autres informations produites par le manager du pool, M. Apollinaire Bouchouan. Les informations qui vous ont été données sont issues des recommandations et orientations de la Banque mondiale concernant le mécanisme compétitif de développement des compétences. Et ces recommandations-là sont également survenues à l'issue de nombreux constats qui ont émaillé l'activité au sein du MCDC. Donc, sans plus tarder, si vous avez besoin des informations complémentaires, il vous restera simplement à poser, à lever la main pour qu'on puisse ensemble vous écouter et apporter l'élément de réponse qui s'impose. Merci. Allô? Allô? Oui, s'il vous plaît, je peux poser une question? Si on vous écoute. Ok, d'accord. Ma question, c'est de savoir, bon, dans tous les cas, par rapport au plan de décaissement de la fenêtre 2 que nous avons exposé ici, on voit seulement qu'il n'y a pas de plan de décaissement pour la fenêtre 3. Est-ce que ça sera toujours le même processus ou bien il n'y a pas un plan particulier pour ce qui est de la fenêtre 3? Plan de décaissement, fenêtre 3. OK. Est-ce qu'il y a une autre... Je suis en train Oui, de chercher la main. oui, Ouais. l'autre question, s'il vous plaît. Ouais. Oui, c'est de savoir est-ce que la nouvelle mission de due diligence qui sera effectuée par le cabinet va se faire dans toutes les structures qui ont été retenues comme prestataires ou bien ça sera seulement dans des structures où il y a eu des contestations. OK. Est-ce que vos préoccupations sont évacuées complètement? Bonsoir, monsieur. Soit, Ma préoccupation concerne les dates que vous avez évoquées, OK. allant du 15 novembre au 15 décembre. Donc, j'aimerais que vous reveniez un peu sur ces dates-là pour essayer de caler l'agenda. OK, du 15 novembre au 15 décembre. OK. Allô, Merci. bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, moi, j'ai deux questions. OK. J'aimerais savoir, le cabinet qui fera la due diligence des prestataires de formation, il sera recruté de quelle manière? Sur la base de données du MCDC ou alors
un cabinet qui n'est pas actuellement dans la base de données peut candidater? J'aimerais savoir ça. Aussi, deuxième question, c'est de savoir, bon, quand je regarde la feuille de route pour la suite, je me rends compte que les consultants individuels n'auront plus du moins de travail à faire dans le projet, en fait. J'aimerais savoir, est-ce que les consultants individuels auront encore un travail à effectuer par la suite? Parce que j'ai cru entendre que les formations ne concernent que les cabinets. OK? Ok. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. On vous écoute, madame, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Je suis Madame Corinne Ebako. Je suis bénéficiaire du programme MCDC. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les Quelle fenêtre, s'il vous plaît? fenêtres 2, 3, pardon. Fenêtre 3. OK. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les coordonnateurs pour cette initiative euh, d'harmonisation du niveau d'information parce que c'est très important, ça nous rassure. Ma question est la suivante. Au départ de ce projet, il y a les membres de Mongic, parce qu'en fait, je postule avec Mongic, et donc il y a des membres qui étaient présents parmi le nombre en fait des membres qui ont fait l'objet justement de euh, notre, comment je vais dire ça? Oui, qui ont fait l'objet du dossier que nous avons transmis au départ, en fait. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus, qui ont rejoint l'équipe. Alors moi, je voudrais savoir, lorsque vous dites que le prestataire ne sera payé pro prorata des membres formés, est-ce que nous avons la possibilité de remplacer les membres qui sont partis par ceux qui ont rejoint l'équipe présentement, ou alors je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà une préoccupation majeure que j'ai. Vous savez, un GIC recrute des membres qui parfois sont présents, parfois pas. Il y en a qui, depuis un certain temps, ne sont pas parmi nous. Je ne sais pas s'ils seront disponibles pour la formation. Et donc, du coup, ma préoccupation est de savoir s'ils ne sont pas disponibles pour la formation, il y en a quand même de nouveaux qui sont venus et qui seraient et dont il serait vraiment capital pour eux aussi de rejoindre l'équipe tout en se formant. Est-ce que c'est le processus a prévu cela? Merci. Autre Allô, bonsoir. question? Bonsoir. Mohamed. Oui, bonsoir, Bon, monsieur. Je suis OK? Mohamed Gampi et j'aimerais déjà féliciter vraiment tout le staff du MCDC pour le professionnalisme et les ajustements qui ont été effectués afin de rendre le projet meilleur. Alors, quelques préoccupations. La première, c'est concernant l'enregistrement du contrat qui est prévu 7%. Alors, je ne sais pas, à quel moment précisément est-ce que le contrat doit être enregistré? Parce que euh, on sait un peu comment ça fonctionne généralement pour les prestations avec la Banque mondiale. Et dans les autres projets que j'ai vus, il est souvent demandé aux prestataires d'enregistrer le contrat avant même que la Banque mondiale fasse le premier virement. Et voilà, c'est des sommes qui ne sont pas euh, petites pour certaines personnes, donc ça peut poser problème. Donc, au moins, il vaut mieux être informé à l'avance pour se préparer le cas échéant. La deuxième préoccupation, vous avez parlé dans le processus d'une réunion, je crois, une réunion préalable à la signature des conventions, je crois, en début décembre, quelque chose comme ça. Je voulais savoir, c'est une réunion en présentiel ou ce sera toujours une réunion via Zoom? Merci. bonsoir à tous. S'il vous Oui. plaît, Oui, SF2, si, Oui, manager, SF2. j'aurais proposé que ça aille par l'eau, ça se passe par l'eau de 5. Non, bon, non, les je questions suis se en font attente là enregistrer, hein. depuis. Allô? Allô? Je suis en attente depuis. Non, les questions se font enregistrer. On a pris déjà 5 personnes. On va passer aux réponses et par la suite, on va prendre une deuxième vague, éventuellement une troisième si le temps nous permet. OK. Alors, nous allons répondre de manière selon que nous les avons reçues. Je vais demander à M. Gongangaïus, qui est de l'autre côté, de nous donner quelques éclaircissements sur le plan de décaissement de la fenêtre 3. Gaïs, si tu es en ligne,
essaye Oui, je de suis là. détailler, comme cela a été fait lors de notre réunion préparatoire, notre participant souhaite avoir comme information concernant le décaissement de la fenêtre 3. OK. Ce qu'il faut dire pour la fenêtre 3, c'est que il n'y a pas l'exigence d'une contrepartie en numéraire du bénéficiaire qui aurait déclenché le paiement. Donc, ce qui sera fait, c'est que dès que le bénéficiaire aura soumis les éléments de sa contrepartie en nature et que ces éléments-là auront été validés, cela va déclencher le processus. Maintenant, quand le processus est déclenché, le bénéficiaire donc soumet les listes aux prestataires de formation sur la base desquelles il fait son programme de formation et il met donc dans son rapport de démarrage avec programme de formation. Et dans ce programme de formation, on aura bien évidemment les participants, l'exposé du programme de formation, dont les modules, les thématiques qui seront abordées et même les dates. Donc, on aura ce planning-là avec le chronogramme. Parce que ces formations à la fenêtre 3 doivent entrer dans 3 mois. Le manager me corrigera 3 ou 4 mois maximum, si autant que ma mémoire ne me soit restée fidèle. Donc, ces formations de 90 heures ne devraient pas être étalées sur plus de 3 mois. Donc, pour ce qui est du plan de décaissement, une fois que ce rapport est déposé, le bénéficiaire reçoit une avance de 30% exclusivement de la part du MCDC. Donc, ça, c'est les 30% en numéraire. Maintenant, quand le rapport à mi-parcours, lorsqu'il a fait 50%, il a mis en œuvre 50% du plan de formation, est déposé. Il a droit encore, est déposé et validé aussi bien par le bénéficiaire que par le cabinet. Là, il aura droit à 40%. Et maintenant, la dernière tranche, c'est quand il aura déposé le rapport final. Ou après validation, après enquête de satisfaction de la part, après les résultats de l'enquête de satisfaction de la part des bénéficiaires et les observations de la firme en charge du suivi des formations et des formés. Donc, il aura droit aux 30% restants. Donc, voilà comment cela sera échelonné. Et maintenant, on va préciser les modalités de contrepartie en numéraire, puisqu'il y a des activités qui sont éligibles à la contrepartie en numéraire, je dis même en numéraire, en nature autant pour moi, par le bénéficiaire à la fenêtre 3. Donc, voilà pour ce qui est du plan de décaissement. Si vous permettez également SF2. Allô? Vas-y, vas-y, Gaïs. OK. Donc, si vous me permettez d'embrayer sur la deuxième question qui était relative à la due diligence. Donc, celle qui cherchait à savoir si la due diligence devait être faite chez tous les prestataires. Ce qu'il faut dire ici, c'est que les prestataires qui ont été... On a pris tous les prestataires qui ont été soumis depuis le dossier de préqualification jusqu'au dossier, jusqu'à l'étape où on vous a demandé, où on a demandé aux bénéficiaires de proposer les 3 prestataires. Donc, la due diligence qui sera faite cette fois-ci par un cabinet indépendant va permettre de ressortir avec le répertoire des prestataires qualifiés. Donc, ça, c'est étendu à tous les prestataires qui ont été proposés. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que sur la base donc, des résultats de cette due diligence-là, on aura des prestataires qui sont éligibles. Et on va donc comparer au communiqué précédent de la plateforme. Si c'est le même prestataire, donc si le prestataire qui avait été retenu au départ a atteint le seuil de qualification suivant les nouveaux critères qui seront définis, le résultat, les affectations sont maintenues.
Mais si ce n'est plus le même prestataire, à ce moment, on pourra on fera une relance au bénéficiaire. On va lui faire des propositions avec l'option pour lui de choisir un autre prestataire dans le répertoire euh, qui serait élaboré. Et ce qu'il faut déjà dire, c'est que ce répertoire-là, si un bénéficiaire ne veut pas prendre, n'est pas d'accord pour qu'un prestataire dans ce répertoire le forme, à ce moment, il ne signera tout simplement pas la convention. Il nous proposera donc le prestataire qu'il veut. Mais il va attendre, puisqu'on va continuer avec la vague qui aura accepté ou bien qui sera euh, prête à signer les conventions. Donc, on va continuer et en attendant qu'on remobilise encore le cabinet pour qu'il fasse la due diligence, surtout auprès du nouveau prestataire proposé si le bénéficiaire a choisi un prestataire qui n'est pas dans le répertoire. Donc maintenant, pour ce qui est du cabinet, de la manière de recrutement du cabinet, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la Banque mondiale qui a donné les spécifications pour le cabinet. Et ça va donner lieu certainement à un appel. Ça sera quand même des structures d'un certain niveau. On va se rassurer qu'elles ont une certaine indépendance par rapport au processus, qu'elles ne sont pas engagées d'une manière ou d'une autre dans ce processus-ci. Donc, pour le moment, sauf si le manager ou le SF ou les autres spécialistes des fenêtres ont euh, des compléments sur cette information. Pour le moment, on ne sait pas encore qui est-ce que ce sera, mais on peut quand même vous garantir que ce sera un mastodonte. OK, Gaïch, merci pour cet éclaircissement. Mais il faut également souligner ici que euh, le choix du prestataire dépendra du bailleur. C'est la Banque mondiale qui, sur le répertoire de ses prestataires pour une telle activité, pour une telle activité de due diligence, qui a trouvé utile au regard des preuves que le cabinet qui nous sera proposé a déjà pu réaliser, au regard de tout ce qui a été réalisé comme activité et de sa capacité à pouvoir mener une telle activité, que la Banque mondiale a souhaité, au regard également de toutes les insuffisances qui ont été relevées pendant la due diligence qui a été menée par nos points focaux régionaux et nos acteurs que nous avons pu désigner au sein du PADES. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous, le bailleur lui-même sait quels sont les objectifs qui seront fixés à travers les thèmes de référence qui sont déjà disponibles par rapport à cette activité de due diligence. Et également, quelle sera la suite que nous voulons tous pour, la réussite de ce mécanisme-là. Donc, voilà, le cabinet sera proposé par la Banque mondiale. Les orientations seront données concomitamment par la Banque mondiale et le PADES pour le plein succès de l'activité de due diligence. Alors, il n'est pas question d'ouvrir le recrutement du cabinet aux personnes autres que celles qui se retrouveront dans la base de données de la banque. Je voudrais un peu revenir sur la question relative aux dates évoquées. Je crois qu'il faut ici retenir que la contractualisation du cabinet pour la due diligence des prestataires de formation est prévue à échéance du 15 novembre 2024. La relance des bénéficiaires dont les prestataires auront été recalés par la due diligence à échéance du 22 novembre 2024. L'inscription spéciale de la plateforme pour la réaffectation des prestataires est prévue à échéance du 25 novembre 2024. La réunion avec les bénéficiaires des formations et des prestataires en vue de la signature des conventions est prévue à l'échéance du 2 décembre 2020. Il faut noter que cette réunion, nous la voulons en présentiel, mais au regard du nombre élevé de personnes, nous pouvons être amenés à la faire en ligne. Il sera question au cours de cette réunion de préciser toutes les dispositions qui sont contenues dans les conventions et dans les contrats et de recueillir les avis des uns et des autres pour essayer de peaufiner, sinon valider définitivement ces contrats qui seront soumis à la signature. Nous allons vous faire parvenir en temps réel les motifs de ces contrats qui pourront également nécessiter vos
votre regard, parce qu'en fait, ce sont des contrats qui vont pouvoir lier nos deux parties. Nous sommes donc à échéance du 2 décembre 2024 pour la réunion avec les bénéficiaires de conventions. Nous avons également prévu une mission de signature des conventions tripartites en date du 9 décembre 2024 et le début des formations pour la fin du mois de décembre 2024. Alors, la contractualisation du cabinet pour le suivi pédagogique des formés est prévue au 15 décembre 2024 et je crois que c'est l'essentiel pour le chronogramme des activités de la fenêtre 2 et 3 relativement aux nouvelles orientations issues de la revue à mi-parcours. Je crois que c'est... SF2. Oui. Oui. Si vous permettez. Allons-y, je vous écoute. Ok. Bon, il y avait les préoccupations relatives à la mobilisation des consultants individuels. Donc, pour ce qui est des consultants individuels jusqu'à la fin jusqu'à la mise en formation, donc jusqu'à la fin de ce cycle-ci, c'est le activité du FCT, sont cycliques. Jusqu'à la fin de ce cycle-ci, sauf meilleur avis, je pense que les consultants individuels, les experts métiers ne seront plus mobilisés dans le cadre des fenêtres 2 et 3. Je dis pour ce qui est du cycle en cours qui s'achève par la mise en formation des formés, des bénéficiaires. Maintenant, pour ce qui est de l'enregistrement du contrat, ce qu'il faut dire, c'est qu'à côté de la convention, il y aura un contrat, puisque les fonds du PADES sont des fonds IDA. Et le décaissement de ces fonds-là obéit au règlement de la Banque mondiale en matière de passation de marché. Donc, ces prestataires auront des contrats entre, cette fois-ci, le projet et le prestataire de formation, puisque la convention tripartite, ce sera entre les trois parties. Mais maintenant, pour décaisser les fonds du PADES, ces fonds-là vont donner lieu à un contrat qui fera l'objet d'enregistrement par le prestataire de formation. Donc, étant entendu que le prestataire de formation doit certainement avoir de l'expérience dans ce genre d'activité, il saura comment enregistrer son contrat. Et bon, il pourra bénéficier d'un accompagnement ou bien des éclaircissements lors de la réunion préparatoire à la signature des conventions. Et maintenant, pour ce qui est des membres, de la préoccupation relative au remplacement des membres. Donc, sauf Fermez vos meilleur micros avis. là. Clovis et Corinne, fermez vos micros. Ceux qui ont les micros ouverts là, bien vouloir les fermer pour mieux écouter l'expert, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Gaius. Oui, donc, comme je disais, pour la préoccupation relative au remplacement des bénéficiaires, ce qu'il faut dire, sauf meilleur avis, c'est que les grants agreements, c'est un processus qui est continu. Vous êtes allé depuis la préqualification sur la base d'un dossier où vous aviez émis un besoin. Sur cette base-là, vous avez été préqualifié. On vous a accompagné pour monter un dossier définitif. Et maintenant, c'est sur la base de ce dossier-là, parce que dans certains dossiers, même, il y avait, je crois même depuis la préqualification, certains, il y avait même déjà les listes. Donc, ce sont ces places-là qui bénéficient du Grants Agreement. Donc, normalement, ce n'est plus aujourd'hui, sauf meilleur avis de la plateforme. En tout cas, cela sera encore discuté. Mais logiquement, cela ne devrait plus, les remplacements des membres actuellement ne devraient plus être permis si une liste avait déjà été communiquée. Parce que le fait de venir réintroduire des membres aujourd'hui dans vos organisations peut être vu comme des manœuvres, peut être interprété comme des manœuvres collusoires. Parce que
lors de la dernière réunion que nous avons tenue avec la banque, il a été soulevé comme préoccupation le fait de se rassurer que que les bénéficiaires, les membres proposés sont effectivement membres des structures, donc de ces GIG-là, de ces PMU, de ces PME, de ces PMI. Donc, s'ils sont des employés pour ce qui est des PME, PMI de la fenêtre 2 ou des membres de ces associations-là à la fenêtre 3. Donc, voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a passé en revue les préoccupations Est-ce qu'on peut de... poser une autre question, une dernière question? Bonsoir à vous. C'est le manager et le spécialiste de la fenêtre 2 qui modèrent. Nous allons prendre une dernière plage de questions. Madame, nous vous écoutons, s'il vous plaît. OK, merci de m'avoir donné la parole, Monsieur Njok et, et son collaborateur. Alors, je suis aussi bénéficiaire, mais de la fenêtre 2. Je voudrais savoir, puisque nous avons déjà une information capitale qui est de déposer 15% dès le départ pour les fenêtres 2, sachant que nous sommes entre, je vais dire, les dates nous tiennent au cou. Est-ce que vous ne pouvez pas nous dire à quoi s'attendre lorsqu'on est sur la, je vais dire comme ça, hein, lorsqu'on est dans la fenêtre 2 et qu'on a été bénéficiaire, par exemple, si on a eu 100 personnes à former, 200 personnes à former, 300 personnes à former, est-ce qu'il y a un quota par personne formée? C'est quoi le montant pour que chacun sache que si j'ai eu peut-être 100 personnes à former, voici ce que je dois, je vais dire, voici ma contribution parce que j'ai un coût total que j'ai déjà, que je connais au départ. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Ça, c'est ma question et je pense elle est essentielle pour démarrer effectivement je vais dire comme ça, les virements ou alors tout ce qui a à faire avec les quotas d'argent, etc. Autre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Maurice. C'est jardinier, c'est ça? Oui, oui, j'aimerais revenir sur la contractualisation des, je ne sais pas, des contrats. Je n'ai pas bien compris à ce niveau-là. C'est là ma préoccupation. En quoi est-ce que ça consiste? Soyez plus Ok, précis, s'il vous plaît. ok. La contractualisation, je n'ai pas bien compris, soit des contrats, soit des projets, je ne sais, j'ai pas bien compris à ce niveau-là. En quoi est-ce que ça va consister? Ok. Autre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, monsieur Adamo, on vous écoute. Alors, la préoccupation, c'est par rapport aux prestataires que les bénéficiaires ont proposés. Alors, vous venez de dire, ou bien sauf si je n'ai pas bien compris, que les prestataires individuels auront, disons, moins de chances, ou que je ne comprends pas très bien. Ok. Autre question? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'interviens en tant que prestataire de formation au nom de l'entreprise Mupokexal. Si j'ai bien compris, après nous avons expliqué la procédure, les prochaines étapes, puisque c'est vrai qu'il y a eu un laps de temps où on pensait même que le projet avait été abandonné. Donc, c'est bien comme nous sommes au même niveau d'information. Mais j'aimerais savoir, vous avez parlé qu'après la signature des conventions tripartites, qu'il faudrait que le prestataire ouvre un nouveau compte. C'est-à-dire qu'on devra pas utiliser nos comptes entreprises actuelles, on devra créer un nouveau compte. Je voulais juste avoir cette précision. Merci. Bonsoir à tous. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Allô? Allez-y, je vous écoute. Ok, merci. Oui, effectivement, par rapport au montant, et merci pour la dame qui vient, on voudrait même, est-ce que vous puissiez nous envoyer une fiche relative à tous les montants
afin que chacun puisse également savoir combien il faut verser. Et parfois aussi, les fonds de FADES durent souvent. Et cette formation, est-ce qu'elle n'est pas de 10 jours? Est-ce qu'on va la mettre jusqu'à long? Pour combien de temps vous avez prévu que cette formation va-t-elle durer? Et aussi, je proposais aussi que la signature, la réunion que vous devez avoir là, que le PADES vraiment mettre les moyens afin que nous puissions nous retrouver en présentiel et pour mieux saisir et comprendre et que vraiment vous puissiez prendre en compte tous les différents participants. Merci beaucoup. Bonsoir, j'aimerais connaître le montant de frais d'enregistrement de la fenêtre 2, s'il vous plaît. Fenêtre 3, s'il vous plaît. Bonsoir. Allons-y, Madame Dufour-Alvine. Oui, La dernière bonsoir. question, c'est vous qui clôturez la série de questions. Merci. Merci. Je voudrais savoir, je vais être bref, je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure lors de la présentation que les prestataires ne devraient pas être des individus. Bon, je voudrais bien faire la part des choses. Les prestataires que nous avons, par exemple, sont des entreprises bien structurées. Est-ce qu'il faut absolument que l'entreprise soit, je veux dire, le centre de formation soit agréé, ait un agrément du ministère de la formation professionnelle, ou alors les entreprises conformes peuvent être les prestataires? Nous allons d'abord répondre à cette série. On va revenir à vous pour prendre deux dernières questions. Hein. Deux dernières, vraiment. Fermez vos micros hein, pour que la qualité d'écoute soit meilleure. Merci. Alors, je vais commencer par la dernière question concernant les prestataires de formation. À l'issue de la revue à mi-parcours avec nos partenaires et l'unité de gestion du projet, il a été décidé que les prestataires de formation ne devraient plus être des personnes individuelles, des personnes physiques. Nous avons besoin de structures de formation agréées, et ceci pour faire le lien entre les formations autorisées dans les agréments délivrés par le ministère de l'Emploi et de la Formation et les formations qui ont été sollicitées par les bénéficiaires. Donc, c'est pour ce lien-là et pour se rassurer que le cabinet ou le prestataire de formation qui va dispenser ces formations a l'expérience suffisante pour pouvoir conduire le processus de formation. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes plus à mesure d'accepter les prestataires individuels. Nous préférons travailler beaucoup plus avec les personnes qui disposent d'un minimum d'infrastructures, qui disposent de capacités en termes de formateurs et qui également ont un agrément de formation qui nous ramène, qui nous relève les formations en lien avec celles qui ont été proposées par le bénéficiaire. Ça, c'est la réponse qu'on peut apporter à cette question, sauf si Gaius a une information supplémentaire. Concernant, nous avons également retenu une question relative au compte. Alors, pour les entreprises qui disposent déjà, nous avons besoin d'un compte dédié pour avoir la traçabilité sur l'utilisation des fonds. Il est difficile aujourd'hui de nous produire un compte qui est en lien avec l'entreprise. Le PADES propose qu'il y ait un compte dédié qui permet d'accepter uniquement les fonds qui sont alloués au projet. Ceci nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'utilisation de ces fonds. Bon. Autre question concernant les prestataires proposés. Alors, je crois que la due diligence va pouvoir nous donner des précisions sur les prestataires qui ont été proposés, sur leur capacité à pouvoir mener les formations et même celles qui ne seront pas retenues sur l'ordre qui a été proposé par les bénéficiaires. Il sera donné l'occasion de puiser dans le répertoire qui sera mis à disposition pour que nous puissions avoir la confirmation que les prestataires qui sont définitivement acceptés relèvent de ceux qui ont été effectivement visités par la mission de due diligence.
Celui qui a parlé de contractualisation, ici on parlait de signature de contrat. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il était question, parce que nous avons ici parlé d'une réunion au cours de laquelle nous pourrons échanger avec tous les prestataires et même les bénéficiaires pour leur dire exactement quelles sont les modalités quelles sont les dispositions d'abord des conventions et des contrats et quelles sont les modalités qui sont applicables à tous ceux qui vont pouvoir signer ces contrats. Donc, c'est cette réunion de contractualisation ou alors cette réunion de signature de convention que nous avons prévue à l'échéance du 9 décembre 2024. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il est question, parce que nous avons parlé de contractualisation du cabinet pour le suivi pédagogique pour le 15 décembre. Nous avons parlé de la mission de signature des conventions tripartites pour le 9 décembre 2024. Et nous avons également parlé de la réunion avec les bénéficiaires des formations et des prestataires en vue de la signature des conventions qui est prévue en date du 2 décembre 2024 au regard de la planification que nous avons faite. Alors, je ne sais pas si c'est de ça que notre interlocuteur de tout à l'heure voulait parler. Bon, ceux qui ont sollicité avoir des informations sur les quotas des formations ou alors sur les montants qui seront donnés, je ne sais pas si le MP peut dire le manager du pool peut dire quelque chose par rapport à ça, mais je crois que le travail est en train d'être fait. Et le résultat de tous ces montants-là dépend de la mission de toute diligence parce qu'il y a eu des insuffisances qui ont été relevées. Mais c'est vrai que la plateforme avait déjà validé les montants qui doivent être alloués à chaque structure, à chaque bénéficiaire par rapport aux formations que vous avez dispensées. Mais je crois que pour cela, l'information officielle vous sera donnée à la fin de la mission de due diligence, sauf si le manager a quelques éclaircissements supplémentaires. Non, je pense que c'est au cas par cas. Les montants ne sont pas uniformes. Donc, d'un prestataire, d'un bénéficiaire à l'autre, les montants sont différents en fonction des domaines de formation et autres. Et nous n'avons pas ça en tête. Mais il est constant hein, que la plateforme avait décidé des montants unitaires, c'est-à-dire le montant par personne, multiplié maintenant par le nombre de personnes affectées à chaque bénéficiaire. Je n'ai pas ça en tête, je n'ai pas le document là sur moi. Je pense que le moment venu, et ces montants seront mis à votre disposition avant que vous ne signiez d'ailleurs les conventions, puisque vous ne viendrez pas découvrir les montants là-bas. Certains peuvent dire que j'avais demandé 1 million, on me donne 500 000 généralistes. J'avais demandé 1 million par personne. Maintenant, vous me donnez 300 000 ou 500 000. Ça ne va pas résoudre mon problème, je refuse. Donc, Gaïs, je pense que tu vas avoir un élément de réponse complémentaire à cette question-là. Avant que Gaïs ne prenne la parole, je voudrais également signaler ici que nous avons besoin, parce qu'il y a un de nos participants qui a souhaité que la réunion se fasse en présentiel. Bon, ça, c'est des choses que nous allons ensemble regarder au sein de l'unité de gestion de projet, en tenant compte du flux de personnes qui sera invité. Nous allons juger de la nécessité de faire ces réunions. Ça, c'est même notre vœu le plus ardent parce qu'il est utile d'échanger avec les personnes et qu'on puisse trouver ensemble un consensus quant à la mise à disposition des conventions ou à la signature des conventions, à la mise à disposition de toutes les conditionnalités qui vont accompagner la mise en œuvre de ce projet. Donc, dans tous les cas, nous restons connectés sur nos différentes plateformes. Nous allons vous donner des informations en temps réel. Si la nécessité est de mouvoir les équipes sur place pour que nous puissions échanger avec vous, ou alors si c'est plutôt la nécessité d'une réunion virtuelle qui sera la meilleure, nous allons vous informer en temps réel. Donc, ne vous en inquiétez pas pour cela. Je crois que nous allons ménager suffisamment d'efforts pour que nos bénéficiaires et nos prestataires que vous êtes aujourd'hui, que nous puissions ensemble trouver le moyen d'apporter des éclaircissements concernant tout ce que vous sollicitez avoir comme information relative à cette réunion-là qui sera organisée. Donc, je passe donc la parole à Gaïs pour les autres éclaircissements complémentaires. OK, merci. Donc, pour ce qui est de la préoccupation relative au quota par personne à former, ce qu'il faut dire d'une part, c'est que les formations se feront par lot pour les bénéficiaires qui ont eu qui avaient des grands effectifs. Donc, il y a un séquençage qui sera fait
de façon à respecter les plafonds contenus dans le manuel le manuel d'exécution du MCDC. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que on a des seuils qu'on ne peut pas, bon, du moins que le manuel, qui sont définis dans le manuel, et c'est par rapport à ces seuils-là que les lots seront, que les cohortes, c'est comme ça, c'est le terme exact, que les cohortes seront constituées. Donc, ça, c'est de prime abord. Maintenant, ce qu'il faut Et ça allait, mais également... je ne savais pas que ça n'allait pas. Parce qu'il est venu lundi, il ne marchait pas. Mais déjà, mercredi, il marchait. Bon, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les coûts affectés par la plateforme, en réalité, on ne peut pas mettre à votre disposition la grille, donc le document que vous voulez avec les coûts. Après la session du CAF et avant la signature des conventions, chaque bénéficiaire saura, et ce sera vraiment de façon individuelle, quel est le montant, le coût unitaire octroyé par la plateforme à sa formation. Et là, maintenant, en fonction de la fenêtre à laquelle il appartient, il pourra en déduire sa contrepartie si ça ne fait pas partie de la notification qu'il recevra. Donc, chaque prestataire sera informé à la fin des opérations, juste avant la signature des conventions. Donc, immédiatement après la session de la plateforme, il sera informé sur le coût unitaire avec le nombre de places pour la cohorte. Et ça, vraiment, ça sera au cas par cas. C'est individuel. Mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il y a un costing qui a été élaboré et qui prenait en compte les éléments comme l'acquisition du petit matériel ou éventuellement des assurances par les prestataires pour les former et toutes les autres rubriques qui entrent dans le coût. Donc, c'est sur cette base-là, sur cette sorte de mercurial-là, que la plateforme s'est appuyée lors de la première vague pour définir ces coûts-là. Et ces coûts n'ont pas encore été rendus publics jusqu'à date. Donc, effectivement, il y a un quota, puisque c'est les coûts unitaires par personne formée. C'est même pour ça qu'on dit que les paiements se feront au prorata du nombre de personnes formées. Maintenant, pour ce qui est de la durée de la formation, c'est le prestataire de la formation. Les textes sont clairs. À la fenêtre 2, les formations ne peuvent pas être étalées sur sur plus de 120 heures de formation. Et à la fenêtre 3, les formations ne peuvent pas être étalées sur plus de 90 heures. Maintenant, à la fenêtre 3, les 90 heures-là ne peuvent pas être étalées sur plus de 3 mois. Je pense que c'est également le cas à la fenêtre 2, ça va être toujours dans les 3 ou 4 mois par là. Donc, la durée de la convention, aucune convention n'excédera les 4 mois de durée. Donc, au-delà de cette durée-là, s'il n'y a pas un avenant, vraiment la convention deviendra caduque. Et comme dernier éclaircissement concernant le processus de contractualisation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura une convention tripartite entre le bénéfice. Cette convention tripartite, c'est à quoi? Le préambule de ces conventions tripartites. Donc, il y a le premier considérant qui dit, le dernier considérant, tant pour moi, qui dit que le prestataire, que le bénéficiaire et le projet se sont accordés, se sont entendus pour confier la réalisation des formations au prestataire qui a été retenu. Et ce prestataire-là, les textes disent qu'il ne peut pas être un individu. Le prestataire ne peut être qu'un centre de formation professionnelle, un centre de support aux entreprises, et il y a 2 ou 3 autres modalités. Mais en réalité, ce sont des groupes. Et ce qui est aussi important à préciser, c'est que le centre devra disposer de l'agrément
dans les domaines de formation sollicités. Et ça fait, entre autres parties, des éléments que la firme va vérifier sur le terrain. Donc, pour la durée de la formation, et là, je chute par là, pour la durée exacte de la formation, ce n'est pas le PADES qui donne la durée de la formation, mais c'est bel et bien le prestataire par rapport au module de formation qu'il a élaboré, étant entendu que les volumes horaires et les plages ne doivent pas être dépassés. C'est le prestataire maintenant qui saura comment il va organiser ces formations-là en tenant compte des exigences temporelles qui ont été définies. Je vous remercie. Monsieur, bonsoir. Je demandais si on pouvait nous donner le taux des enregistrements pour le contrat de la fenêtre 3, s'il vous plaît. Prestataire ou bénéficiaire? Vous êtes prestataire de formation? Je suis bénéficiaire. Mon prestataire me pose cette question. Bon, madame, en réalité, vous allez me permettre, si nous étions avec les partenaires, si nous étions en réunion avec les partenaires de la Banque mondiale, ceci pourrait être interprété comme une manœuvre collusoire, puisqu'en réalité, le prestataire doit avoir de l'expérience dans l'enregistrement des contrats. Et votre prestataire, vous n'êtes pas censé intervenir ici à la place du prestataire. Parce que cela peut être interprété comme si c'est en réalité vous, vous êtes à la fois bénéficiaire et prestataire. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Mais déjà, c'est des préoccupations que c'est mieux de les laisser, de laisser qu'elles soient adressées par les prestataires. On aurait préféré que vous partagiez le lien avec votre prestataire. Parce que cela peut être sujet à d'autres interprétations. Et pour les informations sur l'enregistrement du contrat et tout, la réunion avant la signature des conventions, il y aura les spécialistes du projet en passation de marché qui communiqueront toutes les informations nécessaires concernant l'enregistrement, qui sera bien évidemment effectué par le prestataire et l'enregistrement sera sur le contrat qui liera le prestataire au projet. Donc, le bénéficiaire n'intervient plus à ce niveau. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais poser une question. Je voulais... Allô? Allô? Oui. Bon, Oui, merci beaucoup pour votre participation massive. Nous avons vu l'intérêt que vous aviez pour cette réunion. Nous sommes satisfaits des questions qui ont été posées. Nous espérons qu'en retour, vous aussi, vous êtes satisfaits des réponses qui ont été apportées à vos préoccupations. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ou alors qui ont eu une mauvaise qualité de connexion, je leur rappelle que la réunion est enregistrée et nous allons poster sur les différentes plateformes les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Pour d'autres préoccupations, vous pouvez nous saisir inbox. On ne peut pas indéfiniment étendre la réunion, d'autant plus que nous avons une autre réunion tout à l'heure, dans 10 minutes, une autre réunion à 16 heures, dans 10 minutes. Donc, vous nous excusez de devoir mettre fin à cette rencontre et des préoccupations, comme je l'ai dit, si vous en avez, vous pouvez nous saisir en inbox. Une dernière question. On apportera les éléments de réponse. Sur Une ce, dernière question, s'il vous plaît. avec votre indulgence, je clôt la réunion et le calendrier, comme on vous l'a donné tout à l'heure, nous serons très régulièrement ensemble. Donc, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette fois et que nous avons d'autres préoccupations qui nous interpellent. Nous sommes obligés de mettre fin à la séance de travail. Merci et à bientôt.